On avait isolé en 2006 un gène responsable de surdité qui code une protéine qu'on avait appelée pêche-vaquine, que l'on a appelée pêche-vaquine, et dont on ignorait toute la fonction. Le point d'entrée dans l'étude pour nous a été les interrogations que soulevait le fait que la sévérité de la perte auditive était plus ou moins importante et les caractéristiques de l'atteinte auditive étaient elles aussi variables d'un patient à l'autre, y compris lorsqu'il portait la même mutation. Donc, pour essayer de comprendre quels étaient les fondements, en quelque sorte, de cette hétérogénéité, nous avons fait ce que nous faisons systématiquement, nous avons généré un modèle animal chez la souris de cette surdité en inactivant le gène donc, qui code pour la pêche-vaquine. Et à partir de là, nous nous sommes aperçus que, aux chances, ce modèle mimait ce que l'on avait observé chez l'homme, c'est-à-dire que d'un animal à l'autre, le seuil auditif n'était pas le même et certaines caractéristiques aussi de la perte auditive étaient différentes. Et donc nous avons commencé nous sommes interrogés sur l'origine de cette hétérogénéité. Alors je vais peut-être laisser Paul raconter. Ah oui, je vais prendre le relais. Donc effectivement sur le plan fonctionnel, on était très ennuyé par la dispersion des caractéristiques qui semblaient atteindre à la fois les cellules ciliées externes, les internes et les neurones en fait. Toute cette dispersion globale traduite à l'audiogramme, on la voyait dans les détails des atteintes de ces souris. Donc la première observation qui était un peu anecdotique au départ, c'était que lorsqu'on stimulait un petit peu plus longtemps que ce que les tests nécessitaient, quand on stimulait un petit peu plus longtemps ces souris, elles étaient plus sourdes à la fin du test qu'au début. Et pourtant, les stimulations étaient de l'ordre d'une centaine de décibels et de l'ordre de la minute. Donc quand on a fait cette observation, on a systématiquement inventé un petit test de fragilité, en fait, où on soumettait les souris au stress pendant 1 minute, 2 minutes, quelque chose comme ça. On s'est aperçu qu'elles étaient systématiquement fragiles sur le plan non seulement de leur cochlée, mais aussi de leurs neurones. Et évidemment, comme on s'y attendait, les souris les plus sourdes étaient moins fragiles, mais elles avaient beaucoup moins de réserve pour faire face à des agressions supplémentaires. Ça n'expliquait toujours pas pourquoi, au départ, on avait des souris presque normo-entendantes et d'autres très sourdes. Et en fait, l'histoire a pris un certain temps. On s'est aperçu progressivement, on voulait diminuer cette variabilité. Et notre idée a été d'augmenter les statistiques, c'est-à-dire de tester systématiquement des portées de plus en plus nombreuses. Donc, au lieu d'avoir des portées de 6 ou 8, on avait des portées de 12, avec parfois des mères adoptives qui avaient une quantité de petits souriceaux. Et on s'est aperçu que c'était de pire en pire. Donc, d'où l'idée de regarder vraiment l'effet du nombre de souriceaux dans la portée. Et ce, en concomitance avec le fait que quand on travaille à côté d'une cage de souris, on s'aperçoit qu'elle crie tout le temps. C'est des animaux très vocaux, parce que les petits se battent pour accéder à la nourriture. En fait, dès qu'ils sont sevrés, le problème s'arrête, ils ne communiquent plus beaucoup. Mais lorsqu'ils sont tout petits, ils crient beaucoup. Enfin, c'est l'équivalent de cris dans une cour de récréation. En principe, ça n'est pas du tout toxique. Et on s'est aperçu qu'en les isolant par petits groupes, 2, 4, 6, 8, l'impact de leurs cris évidemment diminuait en proportion du nombre, et leur surdité avait un degré bien moindre quand ils avaient été testés comme ça. Donc ça nous a donné la clé en fait de la variabilité. Pas forcément du mécanisme de la surdité, mais on savait que c'était lié à l'intensité de l'activation du système auditif. Alors tout de suite, ça nous a attiré notre attention parce que ça veut dire qu'une surdité de la sorte, quand on l'appareille ou quand on l'implante, va poser la question suivante, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, le simple fait d'avoir un appareillage va dégrader l'audition un peu plus,
Et comme la réversibilité avait lieu mais était très lente, on s'est dit que il fallait absolument décrire à fond le mécanisme de cette surdité, donc d'abord le découvrir, parce que sans quoi on allait mettre le doigt sur peut-être une famille de surdités très difficile à parier. À savoir que toute tentative visant à mieux faire fonctionner la cochlée ou plus faire fonctionner les voies auditives allait tout simplement aboutir à détruire l'organe qu'on voulait réhabiliter. Donc pour indication, une souris exposée à 1 minute de son à 105 décibels ou à 3 minutes d'ambiance normale dans une boîte en animalerie subit une perte auditive de l'ordre de 20 à 30 décibels qui ne va devenir réversible qu'au bout de 15 jours. Donc si vous multipliez l'exposition, évidemment la réversibilité ne va pas du tout avoir lieu. Donc ça c'était l'aspect fonctionnel qui semblait vraiment primordial et qu'on a pu transposer à l'homme. Donc les patients habitaient loin, mais on a pu les faire tester et constater qu'un simple test médical banal leur entraînait une perte auditive, heureusement rapidement réversible, et du même degré que celle qu'on avait trouvée chez les souris. Donc après, la grande question, c'était quel est donc ce mécanisme qui affecte à la fois les cellules ciliées motrices de la cochlée, les cellules transductrices et les neurones. Et pas seulement du nerf cochléaire, mais de toutes les voies auditives. Avec juste en arrière-plan l'observation que ce sont des structures qui travaillent beaucoup. Et là, c'est le laboratoire de Madame Alors Petit, là, donc, il fallait donc déchiffrer ce mécanisme. Et ce que nous avons trouvé, c'est que la protéine donc connue par le gène qui est défectueux dans la forme de surdité et qui est à l'origine d'une hypervulnérabilité à la surexposition sonore, même à l'exposition sonore tout court, ce mécanisme implique un petit organite que l'on appelle le peroxysome, qui, comme la mitochondrie, participe à ce que l'on appelle l'équilibre d'oxydoréduction. Or, que se passe-t-il quand on hyperstimule des cellules? On a une demande en ATP qui est très forte au niveau des mitochondries. Donc les mitochondries travaillent de façon très intense. Un certain nombre d'électrons vont s'échapper et vont se conjuguer à l'oxygène, et créant donc ce que l'on appelle des espèces réactives de l'oxygène qui vont détruire les différents composants de la cellule, altérant les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Donc progressivement, la cellule va être dégénérée. Donc ce que nous avons pu montrer, c'est que cette molécule, donc cette pêche-vaquine, intervient dans la prolifération des peroxysomes. Et de fil en aiguille, nous avons constaté que lorsqu'une souris, cette fois-ci normale, dont le gène de la pêche-vaquine est parfaitement fonctionnel, est stimulée par le son, eh bien, d'une part, l'expression de la pêche-vaquine est immédiatement induite, c'est-à-dire que la concentration de pêche-vaquine augmente, et en parallèle, on voit se développer une prolifération des peroxysomes dans les cellules cibles de l'atteinte, c'est-à-dire les cellules ciliées externes, les cellules ciliées internes et au moins les neurones auditifs et vraisemblablement d'autres neurones sur les voies auditives. Voilà, donc on a le mécanisme qui dit clairement que, comme vient de le mentionner Paul, plus on va stimuler ces cellules, plus on va les détruire. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut d'emblée recommander, c'est à ces patients de se soustraire aux ambiances fortement bruitées, éviter, comme il a été mentionné, l'appareillage sauf à y associer des antioxydants, mais pour lesquels effectivement tout reste à faire pour avoir des antioxydants suffisamment puissants. Et puis ce sont typiquement des patients qui vont être candidats à des approches alternatives de restauration de l'audition, en particulier tout ce qui est thérapie génique, que ce soit par transfert de gènes, voire par correction in situ, ce qui est l'avenir qui est à nos portes en fait.